Bonsoir à tous et merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition de 24 heures Sénat. Et à la une ce soir, journée parlementaire de l'UDI. Députés et sénateurs étaient réunis aujourd'hui à Paris autour de Jean-Louis Borloo pour faire le bilan de la première année du parti, avec en toile de fond l'union avec le MoDem. Sarkozy et Woerth en cassation contre l'arrêt validant l'instruction dans l'affaire Bettencourt. L'ancien président et l'ancien ministre du budget contestent l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux. Le gouvernement temporise sur le travail du dimanche. Une mission de concertation a été confiée à l'ex-PDG de La Poste, Jean-Paul Bailly. Ses conclusions sont attendues fin novembre. Débat à suivre dans ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Pour commencer cette information, une grave défaillance chez l'opérateur SFR serait à l'origine de la diminution du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en août. Sans ce bug expliquant l'explosion des sorties de liste pour défaut d'actualisation, la baisse des chômeurs aurait été moindre, certainement comprise entre 22 000 et 29 000 au lieu des 50 000 personnes annoncées la semaine dernière. La journée parlementaire de l'UDI vient de se terminer. Vous avez pu la suivre en direct sur les chaînes parlementaires. Jean-Louis Borloo a donc confirmé le rapprochement de son parti créé il y a un an avec le MoDem de François Bayrou. On l'écoute. Cette opposition, il faut qu'elle s'élargisse. Nos amis du MoDem sont passés, semble-t-il, massivement dans l'opposition constructive, dans l'opposition radicale, déterminée. Dans ces conditions-là, et sous réserve que, voilà, on l'écrive, que ça soit un vrai schéma politique, je veux dire, on ne peut pas être dans l'opposition et pas être dans la coalition avec la droite républicaine. Qu'est-ce qui a changé? C'est opposition et l'indépendance n'est pas l'isolement. Si l'indépendance n'est pas l'isolement, si tu décides de ne plus avoir de coalition avec la gauche, les choses sont relativement simples. Il faut l'écrire tranquillement. Et si on l'écrit tranquillement, y compris les conditions d'élections éventuelles, car tout le monde prête aux uns et aux autres des arrière-pensées, mais au fond, raisonnons des pensées tout court. Les choses ne peuvent se faire que démocratiquement, dans une force collective, et les candidatures éventuelles aux fonctions éventuelles ne peuvent se faire que dans un débat démocratique, avec des règles démocratiques. Nous sommes une force politique qui vivra comme une force politique, tout simplement. Et alors que l'union entre l'UDI et le MoDem est sur le point de se concrétiser, les parlementaires MoDem n'étaient pas invités à cette journée de travail. Sans rancune, tous saluent ce rapprochement. Louis Sibyl. Une petite année que l'UDI est née. Alors cette journée parlementaire, c'est l'occasion de faire le bilan. Mais la toile de fond, c'est l'union avec le MoDem. Si les deux B, Bayrou et Borloo, ont multiplié les petites phrases de fiançailles ces dernières semaines, le mariage ne semble pas consommé. Presque aucun parlementaire MoDem n'est d'ailleurs venu. Aujourd'hui, l'alliance est engagée, elle n'est pas encore scellée. Il reste à l'inscrire dans le marbre, à rédiger un papier très clair sur nos engagements et notre positionnement. Donc aujourd'hui, il est logique que l'on soit dans un rassemblement des parlementaires de l'UDI. Mais pour chacun, c'est évident. Le centre doit s'unir contre le gouvernement, même si force est de reconnaître que les querelles de chapelle ne sont pas si loin. Il faut faire taire toutes ces chapelles, tous ces égos. On dénonce le millefeuille administratif. Eh bien, il va falloir mettre un terme aussi au millefeuille partisan. Même son de cloche du côté du MoDem, les différents courants du centre ne sont que des nuances. Il y a une volonté de travailler ensemble. Alors quand on a une volonté de travailler ensemble, on ne cherche pas comme ça à prendre le dessus. On sait simplement qu'il faut se respecter les uns les autres, il faut respecter les identités des uns et des autres. On a des histoires séparées, on a, oui, des nuances. Et on a envie de surmonter cela et de faire en sorte que cette addition de différences fasse une force nouvelle. Les rapports de force ne sont plus les mêmes. En moins d'un an, l'UDI marque le tempo désormais au centre. Quand le MoDem compte une vingtaine de parlementaires, l'UDI en a 3 fois plus. Et nous retrouvons en direct du parc floral Jean-Marie Yvonne Lerenberg. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sénateur UDI-UC du Pas-de-Calais. Alors, un mot sur ce rapprochement entre l'UDI et le MoDem. Est-ce que vous croyez à cette famille du centre droit français que veut rebâtir Jean-Louis Borloo? J'y crois. Après 11 ans de division sa création. Vous savez, il y a 75% des Français, 75 c'est 3 Français sur 4, qui espère ce rapprochement entre le centre de Jean-Louis Borloo et celui de François Bayrou. Donc je pense que nous répondons à une attente très forte de simplification de la vie politique.
l'opposition a besoin de Jean-Louis Borloo, l'opposition a besoin de François Bayrou. Je crois qu'aujourd'hui, le désarroi des Français appelle une réponse claire de la part du centre et je me réjouis pour ma part que ce week-end à Guidel, François Bayrou ait dit clairement oui à Jean-Louis Borloo et qu'aujourd'hui Jean-Louis lui a répondu de la même façon. Après 11 ans de division, le contexte est favorable à cette renaissance du centre ? Ben écoutez, vous savez, les Français sont en désespérance, ils se posent beaucoup de questions, notamment tous les oubliés de la République, tous ces personnes qui habitent dans les banlieues, qui habitent dans les coins reculés de nos campagnes, ont aujourd'hui une appréhension, une peur qui doit être vaincue. Et je pense que le centre a la capacité de répondre de façon très concrète à leurs attentes. Est-ce que cette union va quand même garantir la liberté de vote, et notamment au sein du groupe centriste du Sénat qui comprend 6 sénateurs MoDem, dont vous faites d'ailleurs partie, Jean-Marie Van Lorenberg? Ben, ça a toujours été le cas. Vous savez, dans tous les groupes centristes, on a toujours eu effectivement une liberté de vote. Ce qui ne nous empêche pas d'avoir sur pratiquement tous les sujets des positions communes, que l'on soit d'ailleurs d'origine MoDem ou d'origine Nouveau Centre. Je n'ai plus aujourd'hui le sentiment d'avoir des divisions de cet ordre, qu'il y ait des sensibilités, des expériences, des origines qui conduisent à des votes différents, c'est possible, mais ça n'est pas l'origine de la famille politique qui est concernée dans ce vote. Alors il y a quand même des conditions à ce rapprochement, c'est que le MoDem soit vraiment dans l'opposition à François Hollande. Est-ce que c'est acquis ça aujourd'hui? Ouais, écoutez, pour tous ceux, et notamment de vos confrères qui étaient à Guidel ce week-end, il n'y a pas de doute. C'est une opposition radicale, je dirais frontale. François Hollande a déçu tous ceux qui l'ont soutenu, bien que n'étant pas de gauche. Et je pense qu'on est dans une clarté totale. Je crois que les promesses ne sont pas tenues. Et aujourd'hui, François Bayrou a repris sa liberté totale, si jamais d'ailleurs il l'avait perdue. Et je pense que le rapprochement avec Jean-Louis Borloo, le rapprochement avec l'UDI se fait dans une clarté que nous avons ressentie particulièrement aujourd'hui lors de ces journées parlementaires. N'y a-t-il pas un risque néanmoins, bien qu'à l'approche des échéances électorales à venir, municipales, et puis dans quelques temps, bien sûr, la présidentielle, il n'y ait pas une querelle des égos qui se réveille et que ce mariage ne tourne au divorce? Vous savez, dans une famille politique, on a reproché à François Bayrou d'être tout seul. On dit au centre, il n'y a pas grand monde. Eh bien, je pense que d'avoir deux leaders comme François Bayrou et comme Jean-Louis Borloo, ça n'est pas de trop. Et je pense que nous attendons effectivement que des talents éclosent, que nous puissions justement compter dans la vie politique. Et pour les élections municipales comme pour les élections présidentielles, nous sommes en mesure, je vous le dis vraiment, démocratiquement, de faire les meilleurs choix. Merci beaucoup Jean-Marie Van Lorenberg d'avoir été en direct dans 24 heures Sénat. Nicolas Sarkozy et Éric Woerth contestent l'arrêt de la Cour d'appel de Bordeaux dans l'affaire Bettencourt. Ils se sont pourvus en cassation contre l'arrêt validant l'instruction sur les abus de faiblesse commis au détriment de Liliane Bettencourt. Face aux critiques, Manuel Valls a endossé aujourd'hui les habits de premier flic de France devant les responsables de la police et de la gendarmerie réunis à l'école militaire à Paris. Il a annoncé la création de nouvelles zones de sécurité prioritaires dont il a vanté les mérites. François Hollande dégustant un verre de vin avec ce message « Merci Monsieur le Président de soutenir la deuxième activité exportatrice de notre pays ». Vous avez peut-être vu cette campagne d'affichage dans la presse. Elle est à l'initiative de l'association Vin et Société. Le monde viticole s'inquiète en effet de la taxation sur le vin qui pourrait être discutée en octobre dans le projet de budget de la Sécurité sociale. Les explications de Camilla Campusano. Ce qui va vraiment saouler les Français, un jeu de mots acide pour marteler un message non à la taxe sur le vin. Une campagne soutenue dans cet établissement spécialisé. Comment on peut à tel point chercher à mettre une filière qui est tellement importante pour ce pays à sac? Et c'est délibéré, c'est continuel, c'est pas d'aujourd'hui que ça dure et c'est un scandale.
Derrière cette campagne, l'association Vin et Société, elle représente 500 000 acteurs de la filière. Le vin, c'est la deuxième activité à l'export de notre pays. Et on est en train d'interdire et de dire buvez du vin, c'est mauvais pour la santé, on va le taxer dans le pays du vin. Donc on marche sur la tête, on pense qu'on ne peut pas avoir des mesures qui seraient aussi dramatiques pour notre secteur. Et c'est vital de pouvoir en discuter en amont. Discuter en amont parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir. Pour l'instant, pas de régime spécifique pour le vin dans le projet de loi de finances de la Sécurité sociale 2014. Les parlementaires cherchent un moyen de dissuader les comportements à risque pour la santé, mais rien n'est arrêté. La taxe reste une bonne piste pour les associations de prévention. On ne peut pas mettre le vin à part. Le vin bénéficie d'un privilège fiscal par rapport aux autres boissons que sont la bière ou que sont les spiritueux. Et à ce titre-là, on devrait avoir une taxation qui soit à la quantité d'alcool, au degré d'alcool. Aujourd'hui, les défenseurs du vin demandent une instance interministérielle dédiée, une manière de réunir les acteurs de la santé et de l'agriculture pour éviter que le vin trinque. C'est aujourd'hui que le socialiste Alain Leverne démissionne officiellement de ses fonctions de président de conseil régional de Haute-Normandie et de son mandat de sénateur. Le principal intéressé dit vouloir s'ouvrir de nouveaux horizons. La justice a prononcé la liquidation de l'équipementier Euliez dans les Deux-Sèvres, tout en lui accordant 1 mois de poursuite d'activité afin de permettre à une société d'économie mixte de reprendre l'outil industriel. Mais pour les salariés, ce jugement était inéluctable. 24 heures Sénat, tout de suite le débat. Et nous ouvrons donc le débat. Les enseignes de bricolage ont-elles réussi à faire plier le gouvernement sur le travail du dimanche? C'est le thème du débat du 24 heures Sénat. Pour en parler, nous accueillons Jérôme Dubu. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes secrétaire national à l'UMP en charge de la croissance. En face à vous, Olivier D'Artigol. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du Parti communiste. On va tout de suite regarder ce reportage de Flora Sauvage. Elle fait le point sur la mission qui a été proposée aujourd'hui à Jean-Paul Bailly. Face à la fronde, le gouvernement temporise. Hier, Leroy Merlin et Castorama ont bravé la décision de justice qui leur interdisait d'ouvrir leur magasin un dimanche. Pour les magasins de bricolage, il faut adapter l'offre à la demande. On a beaucoup de clients, oui, qui viennent à 9 h tout au long de la journée, qui viennent visiter, qui viennent se promener, qui ne peuvent pas venir la semaine, donc du coup qui en profitent pour venir sur les week-ends. Ce matin, Jean-Marc Ayrault a reçu ses 4 ministres en charge du dossier explosif du travail dominical. À l'issue de la réunion, le gouvernement a confié une mission à Jean-Paul Bailly, l'ancien directeur de la Poste, pour qu'il fasse des propositions de réforme fin novembre. Car la question du travail le dimanche suscite des avis divers au sein même du gouvernement. Pour le ministre du Travail, Michel Sapin, il n'est pas question de toucher au repos dominical. Alors que le Premier ministre ne semble pas insensible à l'idée que les magasins de bricolage restent ouverts le dimanche. Une chose est sûre, le gouvernement souhaite simplifier le millefeuille actuel de dérogation. Alors on va donc débattre de cette question du travail du dimanche. Jérôme Dubu, comment accueillez-vous cette proposition qui a été faite à Jean-Paul Bailly de mener une mission? On attend les propositions d'ici à fin novembre. C'est un signe d'ouverture du gouvernement? Oui, je crois que c'est un signe d'ouverture. D'ailleurs, c'est un sujet qui transcende un peu les clivages politiques, puisque vous avez des gens à gauche qui sont pour l'ouverture et les gens à droite qui sont contre l'ouverture. Il y a une tradition du repos dominical en France qui est assez forte. Et puis, il y a une évolution des modes de consommation, à l'évidence, qui fait qu'il faut adapter cette législation. J'ajoute qu'on a eu 2 phénomènes assez différents qui se sont un peu percutés cette semaine. On a eu l'affaire Sephora, c'est du travail de nocturne, mais c'est un nouveau mode de consommation au-delà des heures d'ouverture traditionnelles. Et puis le travail du dimanche sur ces grandes surfaces de bricolage qui font qu'il va falloir vraisemblablement modifier effectivement la législation. On ne peut pas rester dans cet état d'incompréhension et puis de non-adaptation aux évolutions des consommateurs, bien évidemment. Olivier D'Artigol, cette mission confiée à Jean-Paul Bailly, ça vous inquiète ou est-ce que vous pensez que le gouvernement, comme l'a rappelé ce matin le ministre du Travail, Michel Sapin, ne touchera pas à cette règle du repos dominical? Nous verrons bien, le débat est ouvert. En tout cas, ça me fait un peu sourire parce que lorsque des patrons se mettent hors la loi, car il s'agit quand même, ils se sont assis sur la loi hier, 120 000 € d'indemnité, d'astreinte. Quand ils font ça, le gouvernement réagit dans la foulée
Par contre, quand des salariés se sont battus pour le maintien de leur emploi, on leur refuse l'amnistie sociale. Donc vous avez l'impression que le gouvernement a cédé un peu au lobby des enseignes de bricolage? Bien, il y a déjà 8 millions de personnes, il y a beaucoup de dérogations qui travaillent le dimanche. Et en tout cas, il y a un chantage à l'emploi très net. Ce qui est posé à travers cette question-là, c'est aussi les bas salaires, la très grande précarité dans ce travail dans les grandes enseignes commerciales, alors que nous avons des grands groupes qui font des fortunes. LVMH, on parlait de Sephora, c'est plus de 3 milliards d'euros de bénéfices. Or, nous avons là 90% des salariés dans les enseignes qui étaient ouvertes hier sur ces magasins de bricolage touchent moins de 1 300 €. Et il y a beaucoup de travail du temps partiel imposé. Donc posons en grand la question du niveau des salaires, de la précarité. Parce que vous savez, le dimanche, moi je préférais avoir le choix entre aller faire un tour en vélo, se reposer, aller voir la famille, inviter les copains. Avoir le choix de savoir si on fait des crêpes et si on les fait au chocolat ou à la fraise, pouvoir se reposer, pouvoir respirer, pouvoir souffler. Parce que vous savez, un jour par semaine pour souffler, c'est quand même assez mérité. Jérôme Dubu, que répondez-vous sur cette question justement? Vous n'avez pas envie de travailler. Olivier d'Artigol, on va laisser la parole à Jérôme Dubu. Il va répondre justement sur cette question du choix des salariés. On peut très bien faire des crêpes et travailler le dimanche. Je ne vois pas où est la confusion et l'opposition. En réalité, il y a effectivement le besoin des salariés de pouvoir se reposer, il est légitime. Il y a le besoin aussi de s'adapter au nouveau mode de consommation des consommateurs. Pourquoi? Parce que les gens veulent consommer au-delà de 20 h, au-delà de 21 h, sur les Champs-Élysées, des touristes ou de simples citoyens parisiens qui ont envie de faire leurs courses après 21 h. C'est légitime. Il y a aussi des gens qui veulent travailler, qui veulent consommer le dimanche, faire leurs courses parce qu'ils n'ont pas le temps dans la semaine. Tout ceci est légitime. Donc il va falloir concilier l'ensemble de ces données. C'est la mission de M. Bailly pour arriver à quelque chose qui tienne la route et qui arrête ce genre de procédures qui sont tout de même très désagréables. On voit bien que les gens ouvrent sous astreinte, c'est pas sérieux. Ensuite, on a un magasin sur les Champs-Élysées qui risque de faire jurisprudence sur l'ensemble des magasins des Champs-Élysées, qui est quand même une des zones touristiques mondiales les plus importantes. Il y a quand même des tas de touristes qui viennent consommer au-delà de 21 h, donc il faut que les boutiques soient ouvertes. Donc, vous voyez, tout ça, il faut concilier, c'est compliqué, c'est la mission de M. Bailly. Je crois qu'il va réussir, j'ai l'impression, à trouver quelque chose. En tout cas, sur le travail du dimanche, on n'a pas besoin de modifier la loi. On peut passer par un décret ou un arrêté pour étendre le nombre de types de boutiques qui peuvent ouvrir. Alors justement, sur cette question de la législation actuelle, elle est confuse, imprécise, ça fonctionne par dérogation, soit par le préfet, soit le maire. Est-ce qu'il faut quand même pas la clarifier? Loi du début du XXe siècle. De 1906. Oui, mais c'est une conquête sociale, on ne va pas retourner au temps des forges quand même. Donc heureusement, le droit du travail n'est pas une contrainte, n'est pas une astreinte, c'est une liberté pour éviter justement la loi du renard dans le poulailler. Parce que ces étudiants qu'on nous montre, bien évidemment que face aux petits salaires qu'ils ont, à des missions parfois d'une vingtaine d'heures, si on leur propose de gagner un peu plus le dimanche, bien évidemment. Mais ce qu'il faudrait, c'est poser la question d'une allocation autonomie jeunesse. On a donné 20 milliards de cadeaux fiscaux aux entreprises sans réel retour sur l'emploi. Mais je vais me faire l'avocat du diable, peut-être que ces étudiants préfèrent travailler qu'avoir une allocation autonomie jeunesse. Étudiant salarié. Voilà, j'étais un étudiant salarié. Il y en a aujourd'hui un très grand nombre. On préférerait quand même le dimanche. Et je me souviens des travaux qu'on faisait. Les étudiants préféreraient, j'étais après enseignant, préférerait quand même le dimanche pouvoir réviser, ouvrir aussi un bon roman, pouvoir aller au cinéma. Donc il faut faire attention à cette pression qui est mise. La question qui est posée, c'est la question des salaires, la question de l'autonomie de la jeunesse dans cette période où on devrait sécuriser son itinéraire. Et puis attention, il y a aussi, je vais terminer là-dessus, puis attention, il n'y a pas de levier sur, on dit création d'emplois, etc. Il a été montré que dans les entreprises où, via la dérogation de la loi Maillet, mais les entreprises qui ouvrent, c'est en fait une concurrence sauvage pour obtenir des parts de marché concernant la concurrence, mais ça ne crée pas d'emplois. Ça crée des bénéfices à la hausse qui sont reversés aux actionnaires, mais démonstration a été faite dans des bassins d'emploi ouverts le dimanche que ça n'avait créé aucun emploi. Olivier d'Artigol, on va quand même écouter un sonore. Donc c'est une jeune femme qui fait partie du collectif sur les bricoleuses du dimanche. On l'écoute. On est complètement atterré par ces décisions et on ne comprend pas que le gouvernement ne se bouge pas. Il ne nous arrête pas de nous parler d'emploi, qu'il faut créer de l'emploi, que c'est important, que M. Hamon disait que l'emploi allait relancer la consommation.
Et à côté de ça, il dit aussi qu'il faut s'inquiéter des chômeurs du lundi au vendredi, mais le week-end, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Ceux du week-end, ils peuvent rester au chômage. Nous, on a des étudiants qui ont leur logement, qui payent leurs études, qui se nourrissent grâce à leur travail. Si demain, ils n'ont plus ce travail, ils font quoi? Alors Olivier d'Artigol, on peut quand même entendre les arguments de cette jeune femme. Pourquoi ne pas poser une question simple? Mademoiselle, si vous aviez un travail correctement rémunéré, sous la forme d'un CDI qui devient l'exception maintenant dans le contrat de travail, est-ce que vous souhaiteriez sacrifier votre dimanche? Le dimanche, vous n'avez pas autre chose à faire pour vous reposer, ne serait-ce que cela? Rendez-vous compte le recul de civilisation qui fait que maintenant on peut être jusqu'à 1h le matin, le week-end. Donc il faut Est-ce qu'il faut augmenter les salaires? Est-ce qu'il faut Olivier d'Artigol, laissez répondre Jérôme Dubus. Mais il faut augmenter les salaires. Mais non, mais attendez. Recul de civilisation. Non, c'est pas un recul de civilisation. Au contraire, nous sommes dans l'obscurantisme sur cette affaire. Quand je regarde ce qui se passe dans les pays étrangers, regardez ce qui se passe. L'Allemagne, accord volontaire, les salariés sont d'accord, ils ouvrent. Deuxièmement, l'Angleterre, sacro-saint dimanche, depuis 20 ans, les commerces sont ouverts et il y a des tas de touristes français qui partent le samedi soir par l'Eurostar pour aller faire leurs courses à Londres parce que c'est ouvert. C'est quand même un problème. Il y a beaucoup de Français en ce moment qui prennent l'Eurostar pour aller faire leurs courses. Mais non, mais il n'y a pas que les Français, il y a des tas de touristes. Ouvrez un peu votre esprit. Qu'est-ce qu'on fait, il y a aussi des tas de touristes qui ont envie de consommer le dimanche, c'est comme ça. Et c'est bon pour le pouvoir d'achat. C'est bon pour les chiffres d'affaires. Il y a déjà 8 millions de personnes qui travaillent. Regardez ce qui s'est passé. Il y a quand même des enquêtes qui font que le repos, c'est une grande conquête du monde du travail et les Français restent attachés à cette tradition. Comment on trouve un équilibre entre les deux? Adapter il faut adapter les ouvertures. Mais non, vous voyez bien qu'il y a des conflits, il y a 8 millions de salariés déjà qui travaillent le dimanche. C'est très compliqué. La législation mérite visiblement d'être clarifiée. Mais la loi de 2009 a déjà beaucoup ouvert les vannes. Regardez ce qui s'est passé sur Plan de Cuc. Parce qu'au fond, la loi Maillet, c'était surtout pour Plan de Cuc, où on n'arrivait pas à ouvrir. Depuis que c'est ouvert, les chiffres d'affaires ont augmenté. Renseignez-vous auprès des commerçants. Non, mais bien sûr, mais ça va où après? Mais qui en bénéficie? Beaucoup d'emplois ont été créés, contrairement à ce que vous dites. Mais bien sûr que si. Mais vous connaissez le niveau des salaires dans ces grands groupes. Vous allez 90% des salariés ne sont pas des grands 90% des salariés qui ont moins de dans des galeries commerciales qui sont parfois 2, 3 personnes. Est-ce que vous connaissez les conditions de travail dans la grande distribution? Vous connaissez ça? Ne parlez pas tous les deux en même temps, sinon le débat Parlez-moi des petits commerçants qui sont dans les centres commerciaux de Plan de Cuc. Vous verrez que, 1, leur chiffre d'affaires a augmenté parce qu'ils ouvrent le dimanche, 2, ils ont pu créer des emplois. Mais ça, c'est du concret, si vous voulez. Il y a quand même une guerre des chiffres sur cette question du chiffre d'affaires, puisque le lien entre lundi, chiffre d'affaires justement et ouverture le dimanche n'est pas tout à fait évident. LVMH, c'est 3 milliards, de LVMH. Sephora, c'est le cas précis, c'est 3,4 milliards d'euros de bénéfices. LVMH, c'est 46 filiales dans les paradis fiscaux. LVMH, c'est 300 000 euros pour une pub dans les journaux il y a 15 jours. LVMH ne peut pas proposer à ses salariés de ne pas avoir des salaires de misère pour se dire « Ah ben, il va falloir que j'y retourne dimanche pour me gagner 200 euros de plus ». On a envie de cette société. Sur cette question du chiffre d'affaires, est-ce que vous avez étudié la question à l'UMP? Est-ce que l'Allemagne c'est la catastrophe? Est-ce que l'Espagne c'est la catastrophe? Non. Mais l'UMP voulait le travailler plus pour gagner plus. Là, pour le coup, ils ouvrent tous le dimanche avec un volontariat des salariés qui est très fort. Mais bien évidemment, vous avez entendu cette dame, c'est très clair. Jusqu'à présent, en France, Olivier d'Artigol, le travail du dimanche est basé sur un volontariat, du moins pour les enseignes de bricolage. Mais c'est un faux volontariat. C'est un volontariat qui masque une très grande précarité, une très grande, j'ai envie de dire, une très grande crainte en l'avenir. Avec des étudiants qui disent, bon, mais bien sûr, on me propose que ça, donc je vais le faire. Ils préféreraient avoir, y compris des salariés, vous avez raison, et y compris des salariés qui, au bout de 15, 20, 30 années dans ces boîtes-là, ont des salaires qui ne leur permettent pas de vivre correctement. Et s'ils avaient ces salaires correctement rémunérés, s'il n'y avait plus la crainte de l'avenir, vous pensez que le dimanche, on ne peut pas souffler un peu? On ne peut pas aller voir la famille, inviter les amis, aller se balader? Alors sur le profil des travailleurs du dimanche, parce qu'effectivement on a ce chiffre, donc 8 200 000 personnes sont concernées, souvent les jeunes, 20,5% de moins de 29 ans, et les femmes, 55,5% des salariés. Alors est-ce qu'il y a quand même... Ils sont tous volontaires? Écoutez, regardez, je vais prendre un exemple incroyable. Volontaire. Regardez les grands boulevards à Paris. Beaucoup de grands magasins. Impossible d'ouvrir le dimanche. Impossible d'ouvrir le dimanche. Pourquoi?
Quelle est la raison? Il y a eu un accord d'entreprise qui a été quasiment signé par l'ensemble des syndicats, dont la CGT, qui est proche de votre parti. Et oui, je suis obligé de le dire. Et, vous savez qui m'en fait. Mais oui. Et cet accord n'a pas abouti parce qu'on n'a pas créé une zone touristique sur les grands boulevards. C'est absurde. Tout le monde est d'accord. Le patronat est d'accord. Les syndicats de salariés sont d'accord. On a des repos compensateurs le dimanche, 100% du repos compensateur, 25 à 50% d'augmentation des salaires quand vous travaillez le dimanche. Tout le monde est d'accord là-dessus et on n'y arrive pas. Il y a donc bien un problème de blocage absurde puisqu'il y a consensus sur ce sujet. Le dimanche, vous n'avez pas envie de mettre un peu d'huile sur votre chaîne à vélo pour aller prendre l'air, refaire un peu de sport, aller se balader, aller à la cueillette des champignons, aller sur les bords de Seine, c'est magnifique. Allez-y lundi, c'est mais le lundi, il bosse. Ah, mais le lundi, il bosse. Pas du tout, vous avez droit à un repos. Donc, mais vraiment, je le prends avec un peu de détente, mais véritablement, dans quelle société allons-nous vivre s'il s'agit, y compris, d'expliquer que le dimanche, c'est un jour pour aller travailler? Est-ce que nous voulons ce cheminement-là? Est-ce qu'il n'y a pas un temps dans la vie pour le développement personnel, pour sortir de la relation marchande, d'exploitation, de domination? Est-ce qu'on ne peut pas être libéré du travail? Est-ce qu'on ne peut pas être libéré de travail une semaine, un jour par semaine? C'est trop demandé. Si on revient quand même à l'origine, le plus souvent, malheureusement, mais quand le travail permet le développement des capacités humaines, tant mieux. Ne parlez pas en même temps. C'est fou. Est-ce que si on revient... Olivier d'Artigol. Olivier d'Artigol. Mais dans certains cas, mais pas dans d'autres. Bien évidemment. Allez vous promener aujourd'hui. Allez dans ces grandes surfaces. Allez demander aux personnes. Tous les volontaires qui veulent travailler le Olivier d'Artigol, si on revient quand même à la résurgence du débat. Mais allez vous taper une journée. Allez vous taper une journée. Allez vous faire une journée dans ces grandes enseignes du matin jusqu'au soir. Quand j'étais étudiant, allez-y, mais retournez-y, ça vous fera du bien pour voir si véritablement c'est un travail qui libère. Allez-y. Olivier d'Artigol, si on revient quand même à ce débat, c'est au départ la plainte du PDG de Bricorama pour concurrence déloyale, pour rupture d'égalité devant la loi, qui a conduit à la condamnation de Castorama et Leroy Merlin, pour ne pas citer ces enseignes. Donc il a eu quand même, est-ce qu'il n'a pas eu raison, donc le PDG de Bricorama, de dénoncer ce système et puis de relancer ce débat de société? Donc on est quand même dans un cadre républicain. Le législateur a travaillé une loi. Elle s'impose à tout le monde, y compris à ces grands groupes qui ne souffrent pas quand même sur le plan financier. Et donc, il faudrait mettre en exemple le fait que ces gens-là s'assoient sur la loi et que le lendemain, le Premier ministre décide dans la foulée de convoquer une réunion interministérielle à Matignon. Il y a déjà énormément de déréglementation suite à la loi de 2009. On en veut encore plus, encore davantage. Précisément pour éviter tout ça, ce que nous préconisons, nous, ce sont des accords... Vous préconisez de travailler plus pour gagner plus. Si vous faites les questions et les réponses, ça ne va pas aller. Non mais vous avez raison, laissez-moi vous avez raison de travailler plus pour gagner plus. Vous voulez faire du vélo et aller accueillir des champignons. Moi, je voudrais que l'économie soit meilleure et crée des emplois. Vous y êtes arrivé, ça vous y êtes arrivé. Donc, vous avez mis notre pays dans une situation infernale. Vous êtes depuis un an au chômage, au pouvoir. On voit les chiffres du chômage qui sont catastrophiques. Et qui sont contestés d'ailleurs ce soir. Oui, c'est la même politique qui est menée. On a posé la question à nos partenaires du nouvelobs.com. Travail du dimanche, faut-il conserver le principe de la fermeture des magasins? Bien, ils ont répondu oui à 40%, non à 56% sur 164 votants. Merci à tous les deux pour ce débat. C'est la fin de cette édition. C'est la semaine prochaine à 22h. Sonia Mabrouk, bonne soirée et à demain. Thank you.